Parce que du coup, ce que j'avais donc prévu, c'était rapidement de vous faire une brève présentation de Klaxit, très courte, en moins de 5 minutes. Ensuite, l'objectif, c'était que Pascal puisse présenter plus précisément la Sémitane et notamment les objectifs du cahier des charges du Covoitan, comment il a été conçu, construit, pour quels objectifs, et qu'ensuite on passe sur justement les innovations technologiques d'intégration dans le MAS qu'il y a dans ce cahier des charges et qui sont aujourd'hui opérationnels dans le cadre du marché du Covoitan. Du coup, est-ce que Pascal, cet ordre du jour vous va? Ouais, moi, ça me va très bien, hein. Ok, bah commençons comme ça. Et puis, si vous arrivez à résoudre le problème technique, je vous laisserai projeter lors de la présentation Sémitane et de l'objectif du cahier des charges. Sinon, on On s'arrange. fera l'oral. Ça marche. Du coup, vous avez fait une bonne introduction sur le covoiturage courte distance. C'est un sujet qui est finalement récent. On a tous en tête la longue distance. On a tous en tête Blablacar. La courte distance, c'est tout un autre travail. On a commencé chez Klaxit à y commencer de 2012 avec du coup un développement de l'application en 2014 en vraiment rabattant les cartes et en se disant la courte distance, c'est certes du covoiturage, mais c'est un usage qui est tout à fait particulier. Les personnes ne veulent pas faire de détour sur de la courte distance et surtout le coût ressenti du coût de la voiture est très faible par rapport à la longue distance. Quand vous faites une longue distance, prenez de l'autoroute, vous avez du péage à payer, vous avez du carburant à payer sur 400, 500 kilomètres. Donc, on arrive facilement à des paniers moyens à 100 euros pour faire un aller. Quand vous prenez votre voiture pour 20 kilomètres, vous avez l'impression que ça vous coûte quasiment rien, 2 euros, 3 euros de carburant. Et en fait, c'est vraiment ce coût ressenti-là et aussi la difficulté sur un trajet quotidien où on essaye de l'optimiser le plus possible en se levant le plus tard possible ou en disant bah tiens je dois aller ramener mes enfants à l'école, etc., qui fait qu'en fait rajouter sur 20 minutes de trajet 5-10 minutes de détour rendrait le covoiturage avec une proposition de valeur très très faible. Donc du coup on s'est focalisé sur la courte distance. Depuis 2014, on a commencé à travailler avec des entreprises qui étaient en manque de mobilité, qui nous ont demandé de leur constituer un réseau de covoiturage pour elles. Et petit à petit, on est allé sur une logique interentreprise et depuis maintenant 2 ans sur une logique de travailler avec les AOM et de devenir en réalité un réseau complémentaire au transport en commun sur le périurbain, notamment et surtout les zones d'activité. Du coup, en effet, on part de la courte distance, mais comme vous voyez déjà dans le discours, on se focalise déjà beaucoup sur le domicile-travail. Pourquoi? Parce que le domicile-travail aujourd'hui dans la courte distance, c'est ce qu'il y a de plus facile à capter, des trajets qui se font quotidiennement, tous les jours, vers des zones d'activité d'une certaine densité qui amènent du flux et qui permettent du coup d'avoir des propositions de trajets en masse et surtout avec un minimum de détours. Du coup, Klaxit, aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est de se focaliser sur le MAS, qui du coup vient vraiment dans cette continuité d'intégrer le covoiturage dans les offres de mobilité aujourd'hui d'une AOM. Donc, à ce sujet, Klaxit a été sélectionné par l'ADEME pour justement constituer des briques standardisé pour les différents MAS dans les AOM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le MAS, on peut avoir beaucoup de différents prestataires, différentes façons d'intégrer le Mobility as a Service, d'intégrer du coup du covoiturage. Et sur la partie covoiturage, l'objectif, c'est que l'on mène un travail que l'on a du coup commencé à initier avec la Sémitane et qui est vraiment la base et la pierre angulaire de ce travail, qui est de faire que ces développements
puisse servir à standardiser quelque part les façons dont plus tard les différents masques qui vont naître au sein des différentes AOM puissent avoir des standards qui vont bien entendu permettre de réduire à la fois les coûts de développement et les délais de réalisation. Donc l'Axit, on est présent aujourd'hui sur plus de 20 collectivités. L'objectif, c'est vraiment d'aller constituer ce réseau à des zones d'activité périurbaines où finalement vous avez les habitants les employés de ces zones d'activité qui habitent en étoile par rapport à leur lieu d'habitation, donc où il y a une densité de transport en commun qui est plus faible, parfois même en dehors du ressort territorial de l'AOM en termes d'habitation. Et le but pour nous, c'est d'offrir une qualité de service où 8 à 9 personnes sur 10 qui cherchent des trajets vont trouver des trajets sans détour pour pouvoir arriver sur ces zones d'activité. Donc, on travaille avec plus de 350 entreprises dans la moitié du CAC 40. Ça nous aide justement dans cette logique de réseau, en fait, avoir des réseaux un peu partout en France. Et le cœur de la méthodologie repose sur finalement ce qui a fait ses preuves à plus petite échelle dans les entreprises. C'est que oui, on va cibler ces zones d'activité pour permettre d'avoir une garantie de service sur le réseau futur que l'on peut constituer. J'entends aussi beaucoup parler souvent du est-ce que le covoiturage est la solution pour les zones peu denses. La réponse, c'est ça peut l'être à condition que les habitants de ces zones peu denses se rendent du coup quand même dans des zones d'activité denses. Sinon, on aura du mal à capitaliser, à constituer un réseau. Le nœud central, c'est vraiment le lieu d'arrivée. Ensuite, le but, c'est aussi d'y adosser, bien entendu, une solution conçue pour le domicile-travail. Et enfin, le but, c'est de ne pas oublier que le covoiturage courte distance, c'est un changement de comportement. Notre but, c'est de capter des autosolistes qui vont lâcher leur voiture. Et en fait, pour pouvoir leur permettre de lâcher cette voiture, il faut derrière les former au service, leur expliquer en quoi le covoiturage, ils peuvent en faire soit tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, mais qu'il faut prendre conscience que la technologie est là au service du changement de comportement, mais elle ne va pas opérer à elle seule ce changement de comportement, sinon ce serait très facile et on aurait déjà 2 à 3 personnes dans chaque voiture aujourd'hui. C'est comme ça qu'on crée une masse critique et du coup, je laisse la main à Pascal pour présenter à la fois la Sémitane et l'objectif du Covoitan parce que on a été sur un objectif beaucoup plus ambitieux et différent de la méthodologie Klaxit actuelle, c'est-à-dire de raisonner directement dans un bouquet de services de mobilité avec une offre de covoiturage qui s'intègre aujourd'hui dans le transport en commun. Bon, merci David. Donc moi je vais vous présenter un petit peu, je vais pas vous présenter la Sémitane parce que c'est pas tellement l'objet. Je pense que vous avez tous connaissance du réseau nantais ou à peu de choses près, et puis vous pourrez le découvrir si vous allez sur le site de la Sémitane. Je vais vous parler plutôt de la billettique, c'est-à-dire qu'avant 2013, on n'avait pas de billettique. On était un des derniers réseaux, même peut-être le dernier, à utiliser que du papier. On était à l'époque, on était dubitatif sur la billettique. On se disait que la billettique telle qu'elle nous était proposée jusqu'alors n'apportait pas vraiment de plus-value pour le client. Et donc, ça nous satisfaisait pas complètement. Et puis, en 2010, on a lancé un projet et on a créé notre billettique. Alors, c'est une billettique qui n'est pas intégrale. C'est une billettique on n'a pas distribué de cartes dans toutes les boîtes aux lettres pour que les gens prennent le transport. On a laissé les gens venir à nous et s'équiper de cartes sans contact. Il y a 2 formules qui existent. Il y a la formule illimitée, donc je m'abonne, je suis prélevé tous les mois et j'utilise le transport. Et puis il y a une autre formule qui s'appelle la formule sur mesure,
qui est que on s'abonne également, c'est un abonnement, mais simplement on paye à la consommation. C'est-à-dire que j'ai une carte, je valide sur mon réseau de transport quand j'utilise le réseau de transport et les validations sont remontées ensuite. Elles passent dans un calculateur et du coup, on va facturer le transport. Alors nous, on utilise une formule assez simple. Je vous facture au départ le prix que vous payez le carnet de 10, le prix que vous payez le ticket dans le carnet de 10. C'est-à-dire que le premier voyage est déjà un peu sponsorisé par rapport à la formule, par rapport au ticket qu'on a rebaptisé du coup ticket de dépannage. Et puis, je plafonne le prix que je vais vous facturer mensuellement au prix du billet mensuel. Ce qui fait que vous êtes dans tous les cas gagnant, ou en tout cas, vous n'êtes pas perdant. Donc, voilà. Alors, cette formule-là, elle a eu un franc succès. Aujourd'hui, on doit être à 150 000 cartes en circulation. Et puis, la formule illimitée a aussi également du succès. On est à peu près aussi au même niveau. Donc, ça fait 300 000 cartes. Ce qui veut dire qu'un habitant sur deux est équipé aujourd'hui. Enfin, c'est un peu un ratio qui veut rien dire, mais il y a un habitant sur deux qui est équipé d'une carte Libertane, puisqu'il y a 600 000 habitants, enfin 660 000 habitants sur l'agglomération. Donc, voilà. Alors, la carte Libertane, nous, on souhaite tendre vers quelque chose qui lui permette de devenir une carte multimodale. Donc, en fait, alors déjà, je voudrais rappeler que quand même, le réseau nantais est déjà lui-même multimodal. Il fait du tramway, du bus, du bateau, y compris les gares à l'intérieur du PTU déjà sont dans le réseau nantais, enfin sont exploitées dans le réseau nantais. Et donc, elle est déjà multimodale dans son ADN, mais on a voulu y rajouter, par exemple, l'autopartage. Donc, on a un opérateur à Nantes qui s'appelle Marguerite, avec lequel on a un accord et qui fait que les clients peuvent, avec la carte Libertane, s'abonner et puis ouvrir les voitures directement avec la carte. On a un accord avec les P+R, donc les P+R aussi s'ouvrent avec la carte. On a un accord avec Biclou. Biclou, c'est le fournisseur de vélos en libre service. Et donc, on a un accord avec lui qui fait qu'avec la carte, je peux également prendre mon vélo en libre service. Et puis ensuite est venue l'idée de se dire, ça serait bien de pouvoir créer un service de covoiturage. Alors c'est là où Klaxit entre en jeu, mais on voudrait que ce service de covoiturage soit directement intégré au réseau de transport public, c'est-à-dire qu'on voudrait que le client puisse payer son covoiturage comme si, enfin, ça a été perçu comme ça a été conçu même comme une extension du transport public. C'est-à-dire qu'il faut que le client puisse payer le même prix que dans son transport public. Il faut qu'il ait la correspondance gratuite dans le transport public. Et donc, pour ça, on a associé la recherche d'itinéraire de façon à ce qu'un client qui fait une recherche d'itinéraire sur l'appli TAN puisse avoir ses offres de transport, de covoiturage et puisse avoir des trajets qui lui sont proposés également en correspondance. Donc, alors il a les trajets directs, mais il a aussi les trajets en correspondance, ce qui permet entre autres d'assurer une mixité des trajets et puis finalement une variété des trajets assez importante. Ça nous a permis de lancer le covoiturage alors qu'on n'avait pas énormément de conducteurs disponibles quand on a lancé le 19 novembre de l'année dernière. On ne l'a pas lancé la bonne année, mais on avait quand même pas énormément de conducteurs. Et donc, du coup, on avait quand même des propositions de voyage très diversifiées sur l'agglo. Et puis, on a voulu que la Semitane facture directement les voyages qui sont consommés par le covoiturage aux passagers. Donc en fait, ce qui revient à dire que le conducteur lui-même est payé par Klaxit, mais moyennant quoi Klaxit nous refacture le prix
des conducteurs. Et le passager est facturé directement par la Sémitane via un prélèvement, hein, puisque chez nous, que ce soit les formules limitées ou les formules sur mesure sont prélevées, hein, donc on ne paye rien, il n'y a pas de recherche possible. Tout est par prélèvement. Et donc, on prélève directement la clientèle des voyages qui sont effectués dans le covoitan. Donc, ça donne une solution complètement intégrée, complètement dans l'esprit masse, hein, même si le masse suppose qu'il y ait des trajets potentiels entre le vélo, le covoiturage, le train, etc. En l'occurrence, on n'en est pas encore là, on en est plutôt à quelque chose qui est de la sémitane, enfin du transport public vers le covoiturage, du transport public vers le vélo, du transport public vers l'autopartage, etc. Donc, mais c'est un début de masse, je dirais. C'est un masse 1.0. Et justement, pour vous l'illustrer, du coup, l'objectif du Covoitan, bon, ça a été bien entendu de mettre à disposition l'appli Klaxit au sein du territoire de la TAN, donc dédié au domicile travail, qui prend en compte à la fois vos contraintes horaires, vos contraintes sur votre trajet. On a dans cette logique aussi d'intégrer le transport en commun avec le covoiturage, ou en tout cas que le covoiturage s'intègre dans le transport en commun, de rentrer dans une logique pour permettre une correspondance et une intermodalité que finalement les points de pause et de dépose puissent être matérialisé pour le moins virtuellement dans l'application. Plutôt que d'avoir en fait une personne qui dit je vais d'un point A à un point B, qu'on lui propose plus ou moins de s'arrêter à un certain endroit défini par un calculateur, alors que potentiellement c'est une zone où le stationnement serait difficile, ou un endroit qui n'est vraiment pas propice à changer pour prendre le transport en commun. Nous avons matérialisé dans l'application Klaxit des points de pause et de dépose, comme le sont finalement aujourd'hui un peu les arrêts de bus, sauf qu'ils sont virtuels. Mais en fait, ça permet, avec cette cartographie-là de points de pause et de dépose, de faire en sorte que l'on puisse permettre une intermodalité en disant, ah bah tiens, là, il y a un arrêt covoiturage qui est un arrêt à côté d'un arrêt de transport en commun. Et aussi, ça va permettre au conducteur qui s'inscrit dans l'application de finalement choisir son itinéraire et les points où il est prêt à s'arrêter. Parce que par rapport au transport en commun où vous savez que le bus il passe tous les jours à telle heure, dans le covoiturage, quand vous faites une demande, il faut bien entendu une acceptation. Et là, en fait, on a la possibilité de maximiser ce taux d'acceptation parce que nous avons des conducteurs qui choisissent sciemment les points où ils sont prêts à s'arrêter. Donc, ça a été vraiment la première évolution majeure que l'on a fait dans cette application pour mettre en place le Covoitan. Ensuite, comme Pascal en a parlé, on est passé sur le calcul d'itinéraire transport en commun covoiturage. Alors, si je ne me trompe pas, Pascal, on est bien sur l'intégration du tramway et des bus à haut niveau de service, principalement pour permettre justement qu'il n'y ait pas de déception. Imaginons qu'un covoitureur ait un peu de retard ou qu'il y ait un bouchon sur la route pour éviter d'avoir proposé finalement un bus qui passerait toutes les heures et qui du coup aurait une expérience utilisateur assez médiocre vu les temps d'attente. Oui, oui, on est sur ce qu'on appelle nous les chronobus, il y a les busways et les tramways. Alors, c'est pas seulement pour éviter la déception, parce qu'on n'a pas beaucoup de lignes qui circulent à l'heure sur Nantes, c'est aussi pour essayer. C'est-à-dire qu'au départ, on a essayé, on n'a pas voulu cartographier l'ensemble des 2500 points d'arrêt du réseau. Donc, on s'est cantonné sur les points les plus importants. À partir du moment où on a le réseau armature, ce que nous on appelle, c'est-à-dire tramway, busway, chronobus, on a 80% des montées déjà. Donc,
Et en effet, grâce à déjà l'intermodalité avec ces transports, aujourd'hui, une personne qui s'inscrit sur le territoire et qui recherche un trajet en covoiturage a 93% de chances d'avoir une proposition de trajet parce que justement, la combinaison avec le transport en commun fait que l'on multiplie drastiquement les possibilités de voyager. Après, bien entendu, aujourd'hui, dans l'usage, quand on a démarré, on avait quasiment atteint 2000 trajets par mois. Alors après, bien entendu, on a eu le, le confinement de mars. Les trajets avaient bien repris au mois d'octobre et bon, on est à nouveau dans un confinement aujourd'hui. Donc en effet, l'année 2020 n'a pas été la meilleure année pour une grosse montée en charge, mais les trajets, vu qu'on est sur un nouvel usage, se font aujourd'hui tout de même majoritairement en monomodal, c'est-à-dire de bout en bout en covoiturage. L'intermodalité représente, si je ne me trompe pas, pardon, plus ou moins 20% des trajets effectués. Et bien entendu, c'est avec la maturité, la connaissance du service, montrer que justement on est sur un bouquet de mobilité, que l'objectif c'est que cette intermodalité se fasse de plus en plus naturellement. Ensuite, bien entendu, une personne qui a une carte Libertane, que ce soit sur mesure ou illimitée, va bénéficier, en scannant sa carte, du tarif préférentiel grâce à son abonnement. Et en fait, pour du coup, avec l'intégration en plus du post-paiement, c'est-à-dire que même si, quand bien même il se retrouve à payer un trajet à 1,49 €, eh bien, il serait facturé en fin de mois. Et donc, du coup, ce qui montre bien dans l'objectif de ce marché, c'est que oui, à 2 € pour le prix sans abonnement, on a un peu un effet qui ne vise pas finalement à toucher beaucoup ce public sur du ticket unitaire. L'objectif, c'est bien entendu de pousser des personnes soit à se tourner vers les formules de carte Libertane, soit aussi, et dans un premier temps, déjà permettre à ces usagers abonnés d'une formule annuelle en transport en commun, qui se voit finalement avec une offre encore supplémentaire qu'apporte la TAN en disant tiens, c'est super, en plus du transport en commun, j'ai aussi le covoiturage qui est intégré dans mon coût d'abonnement. Et c'est pour ça l'objectif finalement, c'est pour ça qu'on dit MaaS 1.0, c'est que finalement l'objectif de ce MaaS, c'est d'arriver à un support billettique unique qui permette de consommer tout type de modes de mobilité et de les combiner en termes aussi de parcours usagers. Après, je sais aussi qu'un des gros objectifs du MaaS reste quand même d'aller aussi capter d'autres personnes qui ne sont pas aujourd'hui les usagers actuels du transport en commun. Et bien entendu, le changement de comportement sur des nouveaux abonnés intéressés au covoiturage, celui-ci, on est lucide, il prendra bien entendu plus de temps à se faire. D'ailleurs, on l'a vu en termes de résultats aussi, en termes d'inscription. On a aujourd'hui quelques milliers d'inscrits. En grande majorité, ce sont aujourd'hui des passagers. Et je pense, Pascal, tu me coupes si je me trompe, que justement, on a eu beaucoup de passagers qui sont inscrits parce qu'ils se le sont aussi appropriés comme un service justement de la TAN. Et du coup, donc comme un nouveau service finalement de la TAN qui génère des inscrits côté passagers. On a et on aura l'occasion, surtout sur 2021, même si on l'a déjà initié, de conquérir justement des conducteurs à adhérer au service de covoiturage pour offrir encore plus de possibilités de trajet. Ce qui est très
très intéressant, c'est que par rapport à d'autres AOM avec lesquels on travaille, comme Rouen, Beauvais, qu'on vient de lancer en ce début d'année, on a souvent un équilibre conducteur-passager, voire dans les plus petites AOM un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et ça aussi, c'est important parce qu'à chaque fois, on croit que dans les petites AOM, on est très attaché à la voiture et que finalement, il y aurait beaucoup plus de conducteurs que passagers. Le plus souvent, on a un équilibre, mais il est vrai qu'avec cette intégration transport en commun, on a attiré beaucoup plus de monde côté passager que de conducteurs. Donc, l'objectif dans le covoiturage, c'est bien entendu d'avoir des passagers qui rentrent dans des voitures, mais c'est aussi de faire en sorte qu'on ait des conducteurs qui ouvrent leurs portières et qui acceptent des passagers. David, Oui, justement, à ce titre, il y avait une question dans le chat et puis je me l'étais noté aussi et je pense que pour le coup, c'est le bon moment pour la poser. Est-ce que vous avez prévu des actions spécifiques justement pour mobiliser plus de conducteurs? Et dans le chat, on nous demandait aussi quel mode de rémunération, comment sont-ils rémunérés les conducteurs pour Taxi? Pascal, tu souhaites intervenir sur le premier point? oui. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a lancé l'application le 19 novembre. Alors, il faut refaire un peu l'historique. Parce que en avril, on a passé d'abord, on a passé un appel d'offres. En avril, on a attribué notre appel d'offres à Klaxit et il a fallu faire tout un tas de développement informatique. On a quand même eu pour 150 000 euros de développement informatique pour adapter la plateforme Klaxit et puis pour gérer toutes les interfaces entre Klaxit et nous. Une fois qu'on a eu terminé, c'était le 19 novembre, on a lancé le produit un peu, comment je pourrais dire, un peu à la mode du transport public, c'est-à-dire que enfin, c'est pas qu'on n'a pas suivi les consignes, c'est qu'on n'avait pas le temps de suivre les consignes de Klaxit, qui était de passer par les entreprises une par une et de convaincre les entreprises d'y aller par progressivement, quoi. Et on avait dit, on va faire ça dans un deuxième temps. On avait prévu de le faire en février-mars. Et puis en février-mars, bing, il y a eu le confinement. Donc tout ça a été reporté ensuite à après le confinement. En mai, quand on a déconfiné, les entreprises nous ont dit, ben là, ça va être les vacances. Et puis bon, elles sortaient d'un déconfinement, donc elles avaient d'autres choses à faire. Et puis on a mené les actions avec les entreprises plus efficacement, je dirais, à partir de septembre cette année. Là, septembre, octobre, on a eu des démarchages auprès des entreprises qui ont été très efficaces. On a beaucoup d'entreprises maintenant qui sont signataires, et ce qui nous a permis de remonter à peu près on était à peu près à 1000 ou 1500 covoiturages par mois sur le mois d'octobre. Et puis, bon, reconfinement. Donc, je pense que ce que dit David, c'est juste, c'est-à-dire que le fait d'avoir lancé le service sur un mode, il y a un nouveau service, vous pouvez vous inscrire, etc., ça a été principalement perçu comme pour les passagers, quoi. On a d'abord cherché des passagers. Donc, même si on disait qu'on cherchait aussi des conducteurs, les clients l'ont perçu d'abord comme une recherche de passagers. Et les conducteurs, bah, malheureusement, on commence à les avoir quand même, hein, parce qu'il faut quand même faire des voyages. Hein. Pour faire 2000 voyages par mois, c'est qu'on avait quand même des conducteurs. Donc voilà. Et la deuxième question, c'était quelle deuxième question? C'était Une question qui était sur le gain conducteur aujourd'hui, l'indemnisation oui. sur les trajets. Alors le gain conducteur, il est contractuellement il est de 10 centimes du kilomètre avec un minimum de 2 euros, c'est-à-dire qu'on paye quasiment l'équivalent de 20 kilomètres. Et comme les trajets sont en moyenne de 12 kilomètres, ça revient en fait pour le conducteur à récupérer 2 euros par passager quand même. Hein. On a des conducteurs qui pas forcément des petits malins, mais qui ont utilisé le système à plein. On a une conductrice, par exemple, qui transporte 3 passagers tous les matins et qui fait le tour du centre-ville et qui ramène 3 passagers vers une zone industrielle qui est extérieure, vers Carquefou. Et donc, voilà. Donc, ce qui fait 6 euros, ce qui lui fait 12 euros par jour quand même. Donc, elle gagne Et, quand même sa vie. et, Enfin, elle et, gagne et, sa vie.
Et, et le justement de ce gain minimum conducteur, c'est que à la base, Klaxit était sur un gain à 10 centimes d'euros par kilomètre fixe, c'est-à-dire que par exemple, pour 8 kilomètres, on allait être sur une indemnisation de 80 centimes. Et du coup, on comprenait pas trop pourquoi notre moyenne kilométrique était proche des 30 kilomètres. Et en fait, en creusant le sujet, c'est que en fait, le conducteur, bah, il se dit, mais attendez, si moi je fais 10 km 1 euro ou 8 km 80 centimes, et est-ce que ça en vaut la peine que pour 80 centimes, j'ouvre ma portière et j'accepte quelqu'un? Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a vraiment un coût un peu du renoncement à sa liberté individuelle, quelque part, d'accepter des personnes dans sa voiture. Et on a profité, bien entendu, dans le cadre de la LOM qui autorise à mettre un coût, un gain, une indemnisation minimum conducteur. Aujourd'hui, 2 euros, c'est un peu ce que fixent aussi nos concurrents pour justement permettre d'engager le plus possible de conducteurs parce qu'il n'y a pas plus grande frustration que d'aller sur un service, de faire une demande à un conducteur et que derrière, il ne l'accepte pas. Donc ça a été vraiment important aujourd'hui à mettre en place pour justement motiver le plus de conducteurs d'adhérer à la plateforme. Et d'ailleurs, juste aussi une dernière chose sur ce qui a été dit, on a attiré avec le Covoitan beaucoup de passagers. C'est la grosse, on va dire, interrogation que l'on a aussi dans le MAS en général. Quand on se dit on va faire une application MAS en ajoutant idéalement en faisant que l'opérateur de covoiturage soit 100% intégré dans l'application MAS, à un moment, il faut que l'application MAS soit perçue par le conducteur aussi pour une application pour lui. Quand on se dit le MAS va permettre des réductions sur les places de parking, eh bien, l'enjeu clé de ces futures applications MAS au sens large sera d'aller capter ces conducteurs aujourd'hui pour pas qu'ils se disent ah bah tiens c'est une formule premium différente de l'opérateur de transport en commun. Et c'est vrai qu'il y a un gros enjeu là-dessus de capter autant de futurs parce que bon si c'est faire un MAS pour les abonnés actuels finalement l'utilité du MAS n'est pas aujourd'hui là. Donc le gros enjeu ce sera justement d'aller capter cette population-là. Super, merci pour ces éléments de réponse. Est-ce que vous aviez d'autres éléments que vous souhaitiez présenter avant qu'on rentre vraiment dans une phase plus dédiée aux questions-réponses? Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. C'est que on a, alors pour la gestion des plans de mobilité, il y a à peu près 700 entreprises aujourd'hui qui sont signataires d'un plan de mobilité sur l'agglomération. Et cette signature d'un plan de mobilité prévoit que la CEMITAN mette à disposition de l'employeur la liste des validations qui sont réalisées par le client. Donc en fait, ça revient à ce que pour un abonné illimité ou pour un abonné sur mesure, on mette qu'il a fait 20 validations, 30 validations, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a typé les validations selon qu'elles étaient covoiturage ou selon qu'elles étaient transport, en considérant au départ que la validation de départ était une validation covoiturage. C'est-à-dire que s'il commence son trajet par le covoiturage, ça devient une validation covoiturage dans son ensemble, même s'il prend le transport derrière. Et si s'il commence par le transport, il finit par le covoiturage, c'est une validation transport. Puis, il y a aussi les trajets directs qui, eux, sont sans conteste des validations covoiturage. Ce qui permet aux employeurs d'avoir la liste et le montant, ce qu'a payé réellement le client tous les mois et de pouvoir abonder sur le forfait mobilité. Donc ça, c'est un aspect aussi qui, moi, me paraît important parce que ça fait rentrer le covoiturage dans les modalités de remboursement de l'employeur.
Tout à fait. En effet, grâce au forfait mobilité durable, alors ça n'a pas été la meilleure année pour les entreprises pour s'emparer du sujet, mais en effet, on offrira cette possibilité à des personnes aussi qui soit n'utilisent ponctuellement le transport en commun, soit aussi, par exemple, qui auraient une offre sur mesure, de pouvoir être abondées aussi par leur entreprise, ce qui, bien entendu, va nous apporter une génération toujours plus grande de l'usage. Mais là, aujourd'hui, c'est déjà possible, hein. Aujourd'hui, il y a déjà des employeurs qui remboursent du covoiturage à leurs salariés. Ok, super. Ça- Très bien. Alors, juste, je trouverais intéressant parce qu'on l'a évoqué lors de la préparation de ce webinaire avec à la fois David et Pascal. Je pense que vous vous rappelez de l'échange auquel je fais référence concernant la typologie des agglomérations qui sont en capacité aussi de déployer des solutions en lien avec le MAS et le fait que, voilà, malgré tout, c'était encore une approche qui était peut-être pas faite pour tout le monde et qui nécessitait aussi un accompagnement en profondeur. Est-ce que vous pourriez réagir sur ce sujet, messieurs? Oui, sur la partie, en tout cas, Pascal, plus globalement, je te laisserai intervenir sur justement la taille et ce que vous faites déjà au niveau de la TAN. Mais pour la partie covoiturage, bien entendu, nous sommes sur un plan ambitieux d'intégration masse avec ce type de développement. Parce que nous sommes sur une métropole d'une certaine taille, avec une forte présence du transport en commun. Et Klaxit ne pousse pas en réalité d'intégration de ce type dans des AOM d'une taille plus faible. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'aller capter des covoitureurs. Et en fait, quand on descend en volumétrie, en termes d'habitants au sein d'une AOM, eh bien, on va vraiment s'attaquer sur des personnes qui viennent quasi exclusivement, en tout cas en grande majorité, en voiture au travail, où le transport en commun, sans faire de caricature, mais il est notamment très utilisé par le scolaire, par les étudiants, par les seniors et très peu par les actifs. Et en fait, justement, nous, notre objectif, c'est que le covoiturage, certes, peut être un mode de transport qui s'intègre dans le transport en commun. Après, on arrive aussi à fonctionner en totale indépendance en se disant, on cible des zones d'activité, on crée un réseau de covoiturage. 8 à 9 personnes sur 10 vont trouver des trajets. Il y a des tarifications qui sont indépendantes du transport en commun et on met en place le service. Et c'est d'ailleurs comme ça que majoritairement aujourd'hui Klaxit fonctionne. Après, il est vrai que avec des métropoles, bien justement, le MAS sera un sujet et il a toute sa place parce que l'objectif, oui, c'est de proposer à un usager de un jour prendre le transport en commun, un jour le covoiturage, un jour l'autopartage pour se déplacer. Et il est déjà dans cette logique d'être abonné, de s'abonner ou d'être un actif qui est abonné pour se rendre sur son lieu de travail. Je pense que pour moi, la répartition, alors bien sûr, entre les grandes métropoles et puis les villes moyennes, il y a une différence qui est la place de la voiture. C'est-à-dire que les grandes métropoles ont entamé depuis environ une quinzaine d'années, elles sont peut-être un peu en avance, depuis une quinzaine d'années, la réduction de la place de la voiture en ville. Et c'est ça qui permet de rendre, c'est ça qui conditionne, enfin, c'est ça qui crée l'idée du MAS. C'est-à-dire qu'on se dit que forcément, en réduisant la place de la voiture, il faut proposer des alternatives et si possible des alternatives crédibles.
Donc d'abord, les métropoles ont d'abord construit des réseaux de transport pertinents, elles ont fait du libre service, elles ont mis des P+R, etc. Elles ont mis les services de mobilité. Et en même temps, elles se sont rendues compte qu'il fallait, pour un bien, coordonner ces mobilités pour faire en sorte que ces services se marient les uns aux autres. Et de là est née l'idée d'un MAS. Donc, je pense que je ne ferai pas la différence entre ville moyenne et grande métropole, mais je ferai plutôt la différence entre les villes qui ont commencé, qui ont déjà une expérience de réduction, même si ça arrive au même aujourd'hui, mais je pense que c'est plus dans l'intention de réduire la place de la voiture en ville. Par exemple, si on imagine qu'une ville moyenne fasse son maximum pour réduire la place de la voiture en ville, le MAS deviendra à ce moment-là intéressant. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, en France en tout cas, les villes moyennes ont commencé depuis pas très longtemps, à réduire vraiment. Les discours sont construits, mais les actes ne sont pas encore en phase exactement avec les discours. Donc, je pense que c'est surtout ça qui conditionne l'arrivée progressive du MAS. Et encore, je dirais que dans les grandes métropoles, comme à Nantes, de l'idée à l'acte, il y a encore un pas, parce que quand je disais le MAS 1.0, c'est vraiment pour moi la première étape du MAS, et on en est très loin. C'est-à-dire que dans l'idée du MAS, c'est de dire, je réserve un voyage sans couture, qui marie tous les modes entre eux, et pas seulement du transport et du vélo, pas seulement du transport et du covoiturage, c'est de marier le covoiturage avec le vélo, avec le P+R, etc. Donc je pense qu'on en est très loin encore. En effet, dans les métropoles, on n'a pas encore en France non plus il y a quelques exemples européens et on attend tous de voir vraiment les preuves qu'ont pu avoir ces premiers exemples. Et un premier challenge, c'est de réussir à le faire déjà dans les métropoles, ensuite que ça marche. Et beaucoup, voilà, on est très, très vigilant sur le fait que ça fonctionne. Et dans les villes moyennes, je rejoins Pascal, c'est finalement, si on réduit la place de la voiture, faut derrière proposer quand même autre chose pour que les personnes se déplacent. Je pense que ce qui sera déterminant, de mémoire, il y a quelques dizaines de zones à faible émission qui sont en train de se mettre. Les ZFE pourront être, par exemple, un outil pour repenser tout ça et mettre en place ces actions. Ok. Oui, c'est vrai qu'on a commencé, par exemple, avec la carte mobilité. On avait l'idée de créer une carte mobilité qui autorise de pouvoir prendre la plupart des modes de mobilité sur Nantes, avant même que se crée le concept de MAS. Donc, je pense que c'est assez, comment je peux dire, c'est assez commun pour les industriels de mettre un mot valise comme ça, on le jette en avant et après tout le monde court derrière. Mais les chemins pour arriver au Graal du MAS sont multiples, variés et pleins d'embûches. Super, merci pour ces éléments de réponse. Je vais reprendre les questions un petit peu, les éléments qui ont été notés dans le chat. On avait une remarque d'abord d'Alexandre Strauss du CEREMA qui nous disait qu'il y a aussi une question de pertinence de l'offre face à l'usage de la voiture. Rabattre en covoiturage sur une ligne de bus classique peut-être convenir à une personne non motorisée, mais en concurrence de l'usage d'une voiture, ça me paraît peu attractif. Donc on était sur une remarque un peu challengeante. C'est pour ça qu'on n'a pas pris la totalité des arrêts. On a pris les arrêts du réseau structurant puisque on a considéré au départ qu'avec ces arrêts-là, on avait 80% du potentiel, quand bien même on n'avait que 20% des arrêts. Et puis aussi, justement, on a quand même fait le pari là de toucher un public qui est déjà abonné et qui du coup est déjà dans cette logique de je suis dans le transport. Donc c'est tout à fait cohérent. Le but,
n'a pas été de se dire on va prendre un automobiliste, ça fait 20 ans qu'il fait le même trajet, il a jamais mis les pieds dans un transport en commun. Et là, on va lui dire, ben, en plus de prendre le transport, tu vas prendre un covoiturage. On n'a pas eu cette prétention-là au début, hein. Mais justement, on a déjà aussi un réseau de voyageurs actuels au sein de la TAN. Et du coup, on se dit que ça peut être une offre qui peut leur convenir. Aujourd'hui, elle est minoritaire en termes de trajets effectués. Mais en effet, il y a déjà cette ouverture qui est plus intéressante. Ok, super. Alors, j'ai mon collègue Bruno Boucher en charge du développement d'ID4Car sur la région Nouvelle-Aquitaine qui nous demande les tickets dématérialisés dont les titres de transport interrégion sont-ils pris en compte sur la totalité de la chaîne de transport Claxit-TAN? Non, non, nous on n'a pas de tickets dématérialisés au niveau régional puisqu'ils sont encore dans une billettique papier. Donc voilà. Ok. Question de Vincent Alliot de Kéréval, aussi adhérent et membre du réseau ID4Car. Comment avez-vous pris en compte et assuré l'interopérabilité logicielle entre l'appli Klaxit et le SI Semitan? Vous êtes-vous appuyé sur un référentiel ou une norme? Si oui, lequel? Alors pour l'appli, pour le référentiel, enfin les interfaces vis-à-vis de la Semitan, on s'est pas appuyé sur une norme. Je ne sais pas si Klaxit de votre côté, vous avez eu le souci de respecter des normes dans vos interfaces. Alors, je ne suis pas CTO, du coup, je sais pas je peux pas apporter plus de détails là-dessus. Je vais demander, on pourra répondre par email à votre collègue s'il souhaite avoir l'info. Je pourrais demander à notre équipe technique. Super, bah ouais, je pense que Vincent serait content d'avoir des éléments de Mm. réponse. Et puis j'imagine que ça fait Ouais. écho avec l'activité côté Kéréval aussi. Vincent, n'hésite pas à prendre la parole d'ailleurs si tu souhaites compléter le propos. Euh, Non, ce qui a fait qu'on n'a pas eu besoin de normes, enfin, on n'a pas eu besoin de s'appuyer sur des normes, par exemple les normes billettiques, je pense que c'est un peu le sens de la question, c'est que la billettique à la Sémitane, on a fait le choix de séparer l'aspect purement validation, remontée des informations et des validations dans un centre de données, et l'aspect tout ce qui est gestion back-office. Et donc l'aspect gestion back-office a été confié au moment du développement en 2013 à une SS2I classique qui n'a rien à voir avec la billettique. La billettique s'est arrêtée simplement à la mise en place de valideurs dans les véhicules, à l'opération, à la fourniture de cartes pour valider, et puis ensuite à la remontée de ces informations dans une base de données centralisée. Donc, je dirais qu'on a une billettique assez peu intelligente, mais je trouve que ça va plutôt dans le bon sens, hein. C'est-à-dire qu'on ne lui fait pas faire des centaines de choses différentes. Et par contre, l'intelligence du système est confiée à une SS2I qui nous permet ça permet d'éviter, entre guillemets, les coûts et les lenteurs du monde industriel et de passer directement par une SS2I euh, et d'avoir des développements et des ajustements des développements qui sont beaucoup plus rapides. Oh, super, merci. Et donc, dernière question dans le chat de nouveau Alexandre du CEREMA. Sur les personnes inscrites, voire mieux les usagers, savez-vous quelle est la part du transfert modal, c'est-à-dire combien de trajets voitures ont été évités? Et sinon, est-il prévu de le mesurer? Alors là, pour le moment, non, on n'a pas d'études parce que il faut dire que ça va faire un an que le service a été lancé, hein, le 19 novembre, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui, je crois. C'est ça? On est le 19 novembre? On est le 20, Oui, donc on est Ah non, et donc ça a un an et un jour. Et donc, et puis on a eu à vivre deux confinements, donc ça a été assez chaotique. Mais en tout cas, on a au moins validé le fait que le modèle était viable et qu'il était porteur de développement, puisqu'à chaque fois, pendant les 3 mois de répit qu'on a eu entre chaque confinement, on a pu voir se développer le chiffre de covoiturage, donc le nombre de personnes qui covoiturent.
Mais bon, ça reste quand même des petits chiffres. Il faut être réaliste, hein. Ça fait 2000, on est allé au maximum à 2000 passagers par jour, par mois, pardon, 2000 passagers par jour, 2000 trajets par mois. Et donc ça pèse très très peu sur la totalité des déplacements, hein. Donc, Ouais. Non, mais ça c'est sûr, on est encore qu'au début. Et puis, pour vous donner aussi un autre ordre d'idée, on s'est lancé à Beauvais fin septembre. En un mois à Beauvais, on a aussi atteint les 2000 trajets. Alors avec une méthodologie différente, parce on est allé faire des formations sur l'application sur plus de 15 entreprises. Et ça, c'est encore un travail qui nous reste à faire à Nantes. Donc, le potentiel nantais est tout à fait. On espère rapidement faire des dizaines de milliers de trajets, et je pense qu'on peut rapidement y arriver si on a 4-5 mois où on peut. Bon, en gros, on n'a pas de confinement, quoi, hein, parce que, oui, parce que on n'a pas eu plus de 3 mois de tranquillité. Donc voilà. Il faut que ça. Voilà, il faut aussi parce que, vous le savez bien, un budget de communication, d'acquisition, bah, il faut le lancer, le faire, et le temps que ça porte ses fruits, on le voit à horizon plus 1, plus 2 mois, et clairement, engager des sommes, c'est possible pour le faire grossir. Après, il faut les engager au bon moment. Et clairement, le mois de mai, plus après les vacances d'été, plus le deuxième confinement, on espère qu'en janvier, on pourra reprendre la volumétrie de trajet qu'on avait initiée. Mais ça, il n'y a pas trop de soucis parce qu'on était déjà quasiment arrivé au mois d'octobre, et essayer de faire des fois 2 par rapport au mois précédent, au moins sur les 4-5 premiers mois. D'accord. Et puis il faut savoir que, enfin, ça paraît peut-être maintenant incongru parce que il y a eu toute cette histoire de crise sanitaire, etc. Mais les objectifs initiaux, c'était de délester le transport. Il y avait, parce qu'en fait, on avait des axes qui étaient complètement saturés. On était à des niveaux de fréquence élevés. On n'avait plus de matériel, on n'a plus de quoi les remiser. Donc, on était dans une situation fin 2018 qui était extrêmement tendue. On était en difficulté pour continuer de prendre des passagers. Et un des objectifs, parce qu'il y en avait deux, c'était de se dire que peut-être si les voitures qui doublent nos véhicules emportaient 4 personnes au lieu de voyager seuls, ça soulagerait le transport public. C'était l'un des objectifs. Et puis le deuxième objectif, c'était de faire en sorte que les clients qui vivent principalement, enfin les clients qui sont extérieurs ou sur les marges, sur les marches de l'agglo, puissent bénéficier d'un service qui leur permette de faciliter leurs déplacements, notamment les déplacements de rocade. On n'est pas très bon, plus on s'éloigne du cœur de l'agglo. Alors, il y a un certain nombre de rocades qui sont organisées en cercle concentrique vis-à-vis de sur le dessin du réseau, mais plus vous vous éloignez du centre et plus la desserte est pauvre, entre guillemets, on tombe à 20-25 minutes de fréquence. Et on sait très bien que les déplacements sont pas facilités dans ce cas-là. Et donc, on s'était dit que peut-être ça faciliterait aussi les déplacements. Donc, c'était les deux objectifs. Donc, l'objectif n'était pas vraiment d'éviter des trajets voiture. C'était au contraire de faciliter les déplacements. Voilà. Ouais. Et justement, ça, c'est une spécificité vraiment du marché qu'on retrouve aussi dans des grandes métropoles où parfois, par exemple, Tissot à Toulouse me disait que dès qu'ils construisent un métro, il est déjà saturé. Et justement, on est dans une logique où
Dans des villes moyennes, on sera sur tout le monde se déplace en voiture. On va éviter que les gens viennent en voiture. Alors, je dis pas que c'est pas non plus le but sur un territoire comme Nantes Métropole, mais la spécificité, c'est qu'au tout début, on s'est dit bon, faisons en sorte déjà que évangélisons les conducteurs déjà à pas se transporter tout seuls dans la voiture. De l'autre côté, ça va aussi permettre à offrir un mode complémentaire aux voyageurs actuels qui peuvent avoir un transport en commun qui parfois peut être plus surchargé que d'habitude. Et ensuite, bien entendu, on sera dans une logique de véhicules évités. Mais justement, par rapport à des villes moyennes où ils ne se disent pas en plus qu'une personne du TC ira dans un covoiturage, ils sont vraiment dans le but de enlever des véhicules. Là, ça n'a pas été forcément le cas et c'est ce qui explique aussi cette intégration qu'on a eue en intermodalité billettique. Ok, super. Alors, je suis désolé, je vais être obligé d'accélérer un petit peu parce que le système a prévu de couper à 12h15 et que j'ai un message d'alerte qui vient de m'arriver. Donc, pour éviter une coupure un peu brutale, je préfère voilà, refermer gentiment ce webinaire. Déjà, bien évidemment, merci David et Pascal pour votre intervention. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça permet vraiment de s'immerger au sein du projet, de mieux comprendre les objectifs, le contexte dans lequel vous vous êtes déployé et puis surtout de voir que ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je sais que parmi les participants, on avait notamment Claire Gaucher de Rennes Métropole et Anne-Sophie Lecomte, Virginie Kemar de Van Agglomération, avec qui on avait pu échanger. N'hésitez pas à vous rapprocher de David pour échanger un petit peu avec lui sur les problématiques qui vous sont propres et voir dans quelle mesure les solutions proposées par Klaxit pourraient être intéressantes. Je sais aussi qu'on avait quelques grandes entreprises, je sais que La Poste était présent notamment. Donc voilà, vraiment, je vous incite à rentrer en relation avec David côté Klaxit. On se retrouve pour les Meetup for Mobility dans une semaine, vendredi prochain, de 12h à 13h cette fois-ci, parce qu'on est bloqué avant, avec un sujet autour de l'analyse du trafic et la captation des données au service de la mobilité, avec l'entreprise Logiroad qui est aussi adhérente au sein du réseau ID4Car. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire, à venir écouter ce webinaire et partager ensemble un moment sur une thématique mobilité, des thématiques qui nous sont tous chères. Donc voilà. Si certains ont encore des questions, besoin d'éclaircissement sur des points spécifiques, qu'ils n'hésitent pas à me contacter par mail. Je vais vous mettre mon mail dans le chat. Peut-être que David et Pascal, vous pouvez aussi, si vous le voulez bien, mettre vos coordonnées dans le chat, que les acteurs qui le souhaitent puissent vous recontacter. Merci David. Et donc voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de semaine, un bon week-end. Et puis n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous si des questions se posent. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Meetup for Mobility. Voilà. Ok. Au revoir. Merci et bon appétit. Au revoir. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.